Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée qui devrait être une soirée exceptionnelle. Une soirée exceptionnelle à l'ESEO parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des personnalités comme notre invité de ce soir tous les jours à l'ESEO. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Et puis aussi exceptionnel dans votre vie, je pense, parce que c'est une expérience de vie de rencontrer des personnalités différentes, dans des parcours différents, et qui peuvent vous apporter un mode de pensée peut-être un petit peu différent. Je voudrais souhaiter la bienvenue évidemment à tous nos étudiants de l'ESEO, mais aussi à ceux qui ne sont pas de l'ESEO, puisque je sais qu'on a des visiteurs qui viennent de certains lycées de la région, d'autres établissements. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'ESEO. Merci d'avoir répondu à cet appel et d'avoir eu la curiosité de venir participer à cette soirée, qui sera aussi, je le précise, une soirée interactive. Je pense que Jean-Marc Mormec vous en parlera tout à l'heure, mais l'idée c'est aussi d'avoir un échange entre vous et la salle, donc n'hésitez pas à intervenir et à participer à cette soirée. C'est ce qu'on vous proposera tout à l'heure. Pourquoi cette soirée et les autres soirées que l'on organise périodiquement, auxquelles on fait participer des grands intervenants, des grands témoins, des personnalités du monde, quels qu'ils soient, du monde professionnel, du monde scientifique ou du monde tout court. L'idée, c'est qu'évidemment, on se pose la question de notre mission dans une école comme l'ESEO, et notre mission, on pourrait penser que c'est d'apporter du savoir, de donner des cours, et à la fin de donner des diplômes. En fait, pas du tout, pas seulement cet aspect-là fait partie de notre mission. On a bien d'autres missions et bien d'autres objectifs, et l'objectif principal que l'on poursuit, c'est de faire en sorte que tous les jeunes qui passent par nos écoles développent au maximum leur talent, développent leurs capacités et développent tous leurs rêves dans leur vie future, leur vie personnelle et leur vie professionnelle. On va évidemment leur apporter des outils, des compétences, des savoirs, mais on va aussi essayer de développer chez eux un savoir-être, une personnalité, une façon de voir le monde et éventuellement la capacité à franchir des limites personnelles ou psychologiques. On a tendance parfois à dire ici que quand on a un savoir technologique, on peut réaliser beaucoup de choses, mais la seule limite finalement à ce qu'on peut réaliser dans la vie, c'est son imagination, et on est souvent bridé par sa propre imagination ou par les limites qu'on se fixe à soi-même. Et si on avait une ambition, c'est peut-être de vous aider à vous donner des outils, mais aussi à vous donner les déclencheurs qui font que vous allez peut-être aller au-delà des limites que vous vous étiez peut-être fixées à vous-même, et que vous alliez chercher des projets, des ambitions que vous ne vous connaissiez pas peut-être avant d'entamer vos études supérieures. Donc les personnalités que l'on vous fait rencontrer, ce sont des personnalités qui pourraient peut-être être une source d'inspiration, pas forcément pour vous encourager à faire de la boxe, mais aussi pour vous encourager à réaliser, quel que soit le secteur, quelle que soit votre personnalité propre, vos rêves, vos ambitions, vos talents, et à dépasser vos limites. Donc c'est l'esprit de ces conférences. La personnalité, pour nous, ça compte tout autant que le savoir, et on va essayer de vous donner quelques clés pour développer certains aspects de votre personnalité. La personne que je reçois, que nous recevons ce soir, d'abord nous avons une grande chance et un grand honneur de le recevoir. Il est délégué interministériel à l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer, et donc il donne de son temps pour les autres et pour les aider à réussir dans la vie. Et après une carrière personnelle qui a été particulièrement brillante, voire époustouflante, puisqu'il est rien moins que 6 fois champion du monde de boxe, et un parcours pour lequel il n'était pas forcément prédestiné, mais je pense qu'il l'expliquera mieux que moi tout à l'heure. Donc je crois qu'il est là pour nous transmettre un message qui résonne vraiment avec l'état d'esprit dans lequel on est, qui est de vous donner les moyens, les capacités et d'abord l'envie de réaliser toutes vos ambitions, tous vos rêves dans votre vie future. Donc je vous présente le grand champion et le délégué interministériel à l'égalité des chances, Jean-Marc Mormec, que je remercie de sa présence. Je vous demande de l'applaudir. Je suis Jean-Marc Mormec. Je vais vous raconter, et en espérant qu'après on pourra échanger, comment je suis arrivé, comment je suis devenu champion du monde de boxe. Maintenant, je suis arrivé à cette délégation interministérielle pour l'égalité des Français d'outre-mer. Donc l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Alors que tous les Français méritent l'égalité des chances. Donc, moi j'ai grandi je suis né en Guadeloupe et je suis arrivé en métropole à l'âge de 6 ans. Je
Je suis venu rejoindre mon père, enfin voir un peu ce qui se passait en métropole. Donc mon père y habitait, mes parents s'étaient séparés. J'étais censé venir en vacances et j'y suis resté, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis resté, je me suis dit, moi je pensais que j'allais revenir, enfin, j'allais venir en métropole, j'allais repartir, et j'allais pouvoir raconter à mes potes et à ce que j'avais vu en métropole. Mais j'y suis resté. Donc j'ai commencé à aller à l'école. Je me suis dit, mais c'est pas une vie pour moi, ça. Alors que j'étais bien, j'étais sur l'île, j'étais tranquille et je me dis, il fait froid. Alors que j'avais chaud. Le temps, les gens. Donc, il faut que je retourne. Comment retourner? Donc, je vais rien faire, je vais être là et je vais, comme ça, on va m'obliger, on va me faire retourner chez moi avec ma mère et je vais être tranquille. Mais ça va pas fonctionner comme ça. Au fur et à mesure, j'allais à l'école, je m'asseyais, je faisais rien. C'est pas une bonne idée. Mais quand on est jeune, on pense qu'on a les meilleures idées. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et au fur et à mesure, le temps passe, vous posez des questions, je me suis commencé à me poser des questions, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que je veux être? Et un matin, très tôt, les années 80, il y avait de la boxe sur Canal+, combat de boxe. Donc mon père regardait toujours la boxe, un fan de boxe, alors qu'il faisait du foot. Moi je suis parti aux toilettes et je suis resté dans ce couloir et j'ai vu un match de boxe fabuleux. Le combat, c'était Marvin Hagler contre Tom Ernst. On dit les 3 rounds les plus violents de l'histoire. Et je suis resté dans ce couloir en me disant, en regardant, et mon père n'entendait pas la chasse, parce que je suis sur le salle de toilette, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, mais toi. Puis il m'invite, il me dit, bah viens regarder. Et je regarde, et je vois un type merveilleux qui s'appelle Marvin Hagler, et je me dis, je veux être ce type. Je faisais du foot, tout se passait bien. Je me dis, parce qu'il a un charisme, il a quelque chose, mais comment le devenir? Bah, il faut que j'aille m'inscrire à la boxe. Je me suis dit, je vais m'inscrire à la boxe. Puis à l'époque, j'avais pas mal de cheveux, un peu Jackson 5. Ce Marvin Hagler, lui, il était rasé. Alors je me suis dit, ah, tiens, je vais lui ressembler tout de suite, je vais me raser la tête. Comme ça va vite régler. Et comme ça, quand mes potes ils vont arriver, quand je vais rentrer, je vais aller à l'école, ils vont me dire, bah forcément, tu ressembles à Marvin Hagler. Mais j'avais pas pensé, mais qui allait se lever à 5h du matin pour regarder un match de boxe? Surtout pas mes potes. Donc je suis arrivé, avec le crâne rasé, en rigolant. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Donc, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, il faut que j'aille m'inscrire à la boxe. Donc, comme à l'époque, la bagarre, ça ne me faisait pas peur, je me dis, ça va être facile. Je serai champion du monde. C'est clair. Donc, je vais à la boxe, je demande une licence, je prends tout ce qu'il faut, je ramène. L'autorisation, forcément, des parents, je demande l'autorisation. Mon père il dit, tu veux faire quoi là? Je suis ça. De la boxe. Je dis, mais ça va pas, au départ. Ma belle-mère a dit, mais tu vas pas faire ce sport de fou? Vous vous tapez dessus, enfin c'est tout et n'importe quoi. Mon père a dit, bon bah, de toute façon, comme il arrêtera au bout de 2 semaines, laisse le faire. Donc ils m'ont rempli, ils m'ont signé la licence, et je suis parti remettre. Je suis parti, donc ça y est, j'ai été inscrit. Puis l'entraînement commence à 5h30, commençait à 5h30. Comme moi je viens des autres mers, donc je pense que j'avais encore le décalage horaire. Je suis arrivé à 6h, je me suis dit bon, ça va arriver, je vais me changer. Et je suis arrivé directement dans les vestiaires. Le prof, il vient après moi en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, ben j'arrive tout de suite, je suis en train de me changer. Il me dit non. Je dis pourquoi? Il me dit parce que tu arrives en retard. Il me dit ici, pour s'entraîner, il y a des règles. Et les règles, c'est partout pareil. On arrive à l'heure. C'est-à-dire qu'on respecte les autres. Et on respecte le prof. Et comme tu n'es pas arrivé à l'heure, donc tu ne t'entraînes pas. Ça m'a un peu énervé. Mais c'était juste intérieur, parce que je ne pouvais rien faire, c'était le prof. Donc, je me suis dit, bon, là je rentre chez moi. Il m'a dit, si tu rentres chez toi, c'est-à-dire que tu ne veux pas respecter les règles. Donc ne reviens plus, c'est plus la peine. C'est les règles pour tout le monde. Donc j'y suis resté.
Je suis resté, je ne me suis pas entraîné, mais je suis resté, j'ai regardé les autres. Tous les jours, je suis venu à l'heure, voire même en avance. Un an après, ils me faisaient confiance, et c'était moi qui ai chauffé les autres. Les nouveaux arrivants, je les ai chauffés. Et ils me faisaient confiance, parce que j'arrivais à l'heure, parce que je respectais les autres, et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, mais j'avais ce truc dans la tête en me disant, je veux être champion du monde. Alors que ça faisait juste un an que j'avais commencé, mais je voulais être champion du monde. Donc je disais à tous mes potes, je serai champion du monde, je serai champion du monde, parce que ouais, j'habitais dans un quartier difficile. Donc on était tous là, on échangeait entre nous, et puis qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux être. On rêvait sans rêver, quoi. Or moi je dis, je vais être champion du monde, mais on pensait que je disais ça juste comme ça pour le plaisir. Les potes, je ne savais pas trop, moi je sais pas, on verra. Bon, moi je vais être champion du monde. Donc je vais me donner les moyens pour être champion du monde. On me dit, mais Jean-Marc, mais ça n'existe pas. Tu ne peux pas devenir champion du monde comme ça, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais nous, c'est pas possible. J'ai pourquoi? Parce que nous, on est ici, on est dans un quartier difficile. Il n'y a rien pour nous. Parce que les potes dîner, il n'y a rien. Moi, je vais leur montrer qu'il y avait quelque chose. Mais si on se donne les moyens, comme le prof m'a dit, si on arrive à l'heure, si on respectait les autres, si je remplissais tous ces critères qu'on venait de me dire, en tout cas, je mettrais toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir. Déjà, il fallait peut-être partir par là, commencer par ça. Parce que peut-être eux respectaient pareil, ils faisaient pardon, j'ai commencé comme ça. Alors, j'étais pressé, je voulais mettre des gants, c'était tout de suite, alors c'est quand on se bat. Puisqu'on faisait l'entraînement, je dis, mais on met quand les gants, c'est quand on se bat. On dit non, il y a une discipline, comme ça. Puis à un moment donné, bon, ça a pris du temps. Allez, 6 mois après, à force de m'entraîner, à force de faire truc, on dit, vous allez mettre les gants, ça y est, c'est parti. Et j'ai dit, là, ils vont voir. J'ai bien appris, j'ai bien travaillé, donc ils vont voir que je vais envoyer, et puis là, on va dire, mais il a les vraies aptitudes. Donc, choisissez on m'a dit, choisissez un adversaire. Moi, j'ai regardé un petit peu partout. J'en ai vu un, il était un peu costaud, je me dis, bon, il va falloir l'éviter, on ne sait jamais. Et j'en ai vu un autre. J'ai l'impression qu'il boitait un petit peu. On fait ce qu'on peut, hein. Je me suis dit, celui-là, en plus, il me regarde, ça veut dire que, oh, il me veut. Et comme je le veux, on va pouvoir échanger. Puis je regarde, au fur et à mesure, quand ce type, il vient, mais il boite vraiment. Là, il avait une polio. Je dis, merde, c'est le mec qu'il me faut, absolument. Donc je l'ai pris. Je lui ai dit, on met les gants, il m'a dit, ok, pas de problème. Donc on a mis les gants, on a regardé, je me suis dit, bah ça c'est facile. Oh, ce que je vais lui mettre. Il s'est échauffé, on a commencé, puis forcément l'entraîneur devient l'arbitre, et puis on échange. Et puis ce type qui boitait, qui marchait comme ça, je me suis dit, mais comment il va pouvoir résister à mes assauts? Je m'étais juste contenté de voir juste son aspect physique, et pas ce qu'il avait fait avant. J'ai eu des a priori, comme mes potes avaient des a priori sur moi, en pensant qu'on ne pouvait pas devenir champion du monde. Alors ce type que j'ai mis les gants avec, donc c'est parti. Allez, combattez, 3 minutes. Puis au fur et à mesure, j'ai essayé de lui asséner les coups. J'ai dit, il va tomber en 2 minutes. Et puis, c'est moi qui prends les coups. Je dis, c'est bizarre quand même. Chaque fois, il y avait un raccourci, ça m'enlevait un beau monde, ça me revenait dans le nez. Puis au fur et à mesure, premier round, deuxième round, troisième round, et j'avais pas l'avantage. Je prenais les coups. Puis à un moment donné, il commençait à taper dur. Donc je me suis dit au début, comme j'étais un peu méchant, bon, je vais peut-être aller un peu plus doucement, comme ça il va se calmer. Et j'en ai pris plein la tête. Mais vraiment plein la tête. Et puis je me dis, mais quand même c'est un salaud, je viens de commencer, et puis lui en train de me frapper comme ça. Comment c'est possible? Non mais c'est vrai. Et puis en discutant, je lui dis, mais c'est combien de temps que tu boxes? Oh, il me dit, je suis sur ma 6e année. Je dis, merde. C'était pas bon, j'aurais dû prendre le costaud, lui, il n'en faisait plus 1 an et demi. Donc ça aurait été moins dur pour moi. Donc vous savez qu'on a des a priori, et quand on pense que j'étais fort physiquement, j'étais bien dans ma tête, j'avais tout, et que ça allait être facile,
Eh ben non, je suis tombé sur un type qui boitait, qui avait une polio, et j'ai rien vu venir. Les a pleurés. Donc il ne faut jamais sous-estimer les autres. Donc encore là, ça m'a remis en place. Donc j'ai commencé à travailler. Et je sous-estimais personne. Même l'autre, même celui qui arrivait. Regardez comme ça, je dis lui aussi il doit être fort, donc il va falloir le chouchouter. Donc on avançait, mais j'étais toujours dans mes rêves en disant qu'il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Donc j'ai fait des combats. J'en ai fait. J'ai fait 15 combats amateurs. J'en ai perdu 2. Je suis passé professionnel. Et là, mon père, je discute, on échange. Alors le matin très tôt, je réveille mon père. On va regarder les combats de boxe. Puis à un moment donné, il y a Mike Tyson arrive, des années 90, et me dit, mais mon père me dit un jour, tu penses que tu seras là? C'est Las Vegas, c'est grand combat à Las Vegas. Et moi je dis, mais je te jure, tu verras, un jour je serai là. Puis il me regarde et me dit, écoute, et là si tu deviens champion de France, moi je serai le plus heureux. Mais en disant, mais tu te rends compte, champion de France, c'est champion de toute la France, même des Outre-mer. Il me dit, c'est génial, deviens champion de France. Et pour moi, je dis, ouais, mais ça, t'inquiète pas, je veux devenir champion du monde, quoi. C'est lui, je suis en train de lui dire, je veux devenir champion du monde, et il me dit champion de France. C'est pas possible. Et il me dit, déjà, il y a. Et je lui dis, tu verras un jour, je serai là. 98, je deviens champion de France. Ça y est, c'est pour mon père. Il a sa ceinture. Et moi c'est quand championnat du monde. Mais je travaille, je travaille tous les jours. Même le samedi, je vais courir et je travaille. J'arrête pas le boulot. Donc je me dis, c'est comme mon tour. Des fois, on est impatient, on a envie, mais j'arrête pas de bosser. Et puis un jour, il y a l'Europe. Alors je discute avec mon père, on discute. Il me dit, voilà, logiquement, tu es devenu champion de France. Il y a le championnat d'Europe. Tu vas apprendre ton métier et après tu fais le monde. C'est une logique, on fait par étapes. Et ça se passe bien. Je dis, ok, pas de problème. Tu vas champion d'Europe. Formidable. Donc j'ai été pour négocier. On m'a dit championnat du monde, et puis on m'a dit champion d'Europe. Ok, on va faire comme ça. Et puis le monde, il s'ouvre aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ok, je fais le champion du monde. J'ai oublié ce que mon père avait dit, donc je suis passé direct au championnat du monde. Et quand je suis arrivé, il me dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je vais faire le championnat du monde. Il me dit, mais t'es fou. Comment tu peux souhaiter d'un gros championnat de France un championnat du monde? Parce que je suis déterminé, parce que j'ai envie et parce que je suis un travailleur. Parce qu'il y a cette phrase qui dit, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Et moi, comme je suis dans une banlieue, j'ai tellement rêvé ma vie de tout le temps avec mes potes. Ils m'adorent parce que ce sont mes amis. Ils ne croient pas en moi. Ils pensent que je ne peux pas devenir champion du monde. Et moi, je suis sûr que je peux le devenir. Mais sans travail, on n'y arrive pas. Et comme je n'arrête pas de travailler, je persévère dans tout ce que je fais. Donc,
Il faut que je leur montre que ceux qui seront. Ils ont beau être nombreux. Je suis seul, mais dans ma tête, on est nombreux et on est fort parce que je travaille. Donc, j'ai fait ce championnat du monde arrive. Je rencontre un type qui s'appelle, on appelle la légende Hill, Virginie, grand boxeur. J'étais plus jeune, je voyais, j'étais admiratif. Et mon père il me dit, ouais, mais tu te rends compte, c'est le championnat du monde. Je lui dis, mais tu crois pas en moi? Il me dit, non, c'est pas ça. Mais est-ce que tu as assez travaillé? Je lui dis, mais on verra quand j'arriverai sur ce ring. Et je suis arrivé, et même les médias ne croyaient pas en moi. Je disais, mais l'autre c'est une légende, l'autre c'est un champion de France, un gros champion de France. Comment c'est possible? Comment on peut matérialiser ça? Mais moi, tous ces gens, ils ne sont pas venus me voir travailler. La dureté, comment j'ai fait, comment j'ai travaillé, comment je bossais, comment je restais des fois beaucoup plus tard que les autres, parce que j'en demandais encore, parce que j'étais déterminé, ça on ne quantifie pas. Ma détermination faisait le reste. J'avais envie, et j'étais un travailleur. Et ce jour, 23 février 2002, ce championnat du monde qui arrive. Donc je vois ce type venir, enfin, la grande classe, quoi. Je me dis, vous vous rendez compte, je vais faire un championnat du monde. Je vais pouvoir, ce que j'avais dit depuis très longtemps à mon père, j'allais pouvoir le matérialiser, j'allais pouvoir me confronter à ce champion du monde, et peut-être à la fin, je serai champion du monde. Donc, les gens, ils viennent me voir. Alors, il y a un gars qui se déplace, m'a cité, tous ces gens qui viennent me voir. Alors moi, je suis gentil, parce que j'arrive, moi, je suis dans le train, c'est à Marseille, il n'y a personne qui me connaît. Le champion, tout le monde est autour de lui. Et pour une fois, quand j'arrive dans ce lieu, je suis à l'hôtel, j'ai des photos de moi partout, dans toute la ville. Donc je suis très content, je me dis, je commence à être connu, je commence à avoir cette notoriété. Alors si je gagne, je vais matérialiser ce que j'ai dit à mon père depuis très longtemps. Mais encore, il faut gagner. Donc je suis avec Arnaud Romara, qui est dans le stade 2. Il y a une grande affiche sur moi, et il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Et je lui dis, la réponse, c'est que je me voyais déjà en haut de l'affiche. Comme Aznavour, la chanson d'Aznavour. Parce qu'on ne croyait pas en lui, et lui, maintenant, c'est un très très grand chanteur. Et je lui dis, mais tu verras, je serai champion du monde ce soir. Donc le combat commence. On arrive, ça y est, je suis dans la voiture. C'est la première fois que je monte dans une limousine, parce qu'on fait les choses classe quand même. Alors je me dis, oh là, c'est tout le temps comme ça, c'est merveilleux. Donc je rentre dans cette limousine, j'arrive au stade, et les gens, le public, tout le monde est là, il y a 6000 personnes. Et là, ils viennent me voir en me disant, on fait une photo, est-ce que... Alors moi, je suis très gentil, alors que je vais faire le combat, je m'y prête. Je fais une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos. On me dit, oh, mais il y a le combat, là. Je vais dire, on en profite maintenant. Donc je fais cette photo, et puis il y a un type, le dernier, il vient et me dit, tu peux faire une photo? Et quand on m'a dit, mais il faut rentrer, tu prépares ton combat, tu peux pas dépenser ton énergie. Donc, je lui ai dit, non, je peux pas. Il m'a dit, s'il te plaît, fais-moi une photo tout de suite, ils vont te défoncer tout à l'heure. Ah, il m'a calmé direct, donc je suis rentré. Parce que j'avais oublié peut-être que je pouvais perdre. J'avais complètement oublié, pour moi, ça y est, j'ai gagné. Donc lui, il m'a rappelé juste que peut-être que tu vas te faire massacrer tout à l'heure, donc fais une photo tout de suite, comme ça, tu auras une figure humaine, donc on ne va pas. Après, c'est plus risqué. Je suis parti, j'ai cogité, et ça y est, on va commencer. On est sur le ring, c'est parti. Et ce type, qui est un immense champion, on échange les coups, c'est parti. Et moi, je résiste, parce que je me dis à chaque fois, ça y est, c'est mon moment. Je ne suis pas venu pour participer, comme vous n'êtes pas là juste pour être là, mais pour décrocher le diplôme, pour réussir votre vie. Donc moi, c'était ce commencement, je vais parler avec vous, mais c'était ça qui allait me permettre de faire autre chose, réaliser mon rêve, c'est pas juste devenir champion du monde une fois, mais c'est de matérialiser ça et rester plusieurs fois champion du monde, c'est de travailler, gagner ma vie et être ce que je suis aujourd'hui. Mais si je le rate, qu'est-ce qui va se passer? Donc je me suis dit, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement bossé
Donc on échangeait, et les coups fusaient de partout. Mais j'étais tellement résistant que je l'ai écœuré. Et tout le monde me voyait perdre. Alors les médias marquaient, c'est pas possible. J'ai rendu l'impossible possible. Parce qu'au bout du 8e round, en le regardant comme ça à chaque fois, je suis dans mon coin, il est resté assis et ne se lève plus. C'est fini. Il n'en veut plus. Il est ouvert de partout, marqué, en sang, c'est fini, et je deviens champion du monde. Donc immédiatement, je vais voir ce journaliste en disant alors, je croyais pas en moi. J'avais mal partout, hein. Et c'est, quand vous gagnez, on est toujours fort. Donc, alors, et puis là, c'est parti. Après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai réalisé, ça y est, j'ai réalisé mon rêve. Maintenant, je suis champion du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai défendu une autre fois. Et après, je me suis dit, mais, parce que moi, j'avance avec des rêves. J'ai des objectifs, c'est mes rêves. Comment je les matérialise? Je me suis dit, mais, quand j'étais gamin, je rêvais de partir aux États-Unis. On entendait parler Las Vegas, New York, etc., enfin, toutes ces grandes villes, avec mon père, mais je ne sais même pas où c'est. Eh bien, c'est l'occasion. Puis, Mike Tyson, et puis voir ces grands boxeurs, c'est l'occasion. C'est comme si vous obtenez votre diplôme et vous avez ce qu'il faut, donc vous allez pouvoir réaliser des choses. Donc moi, je peux les réaliser parce que j'ai matérialisé. Donc, je suis parti, je suis parti aux États-Unis. J'étais avec ce promoteur Don King, qui était le promoteur de Mike Tyson, de Mohamed Ali. J'ai signé avec lui. Et donc, je me suis retrouvé, quand j'ai signé ce contrat avec lui, donc c'est beaucoup plus d'argent, considération. Donc, on venait me chercher, j'arrive à l'aéroport, j'ai une limousine qui m'attend avec un chauffeur, j'ai une suite qui m'attend. Une suite, j'arrive à l'hôtel, on me donne 2 cartons. Je dis pourquoi? Enfin, 2 clés. J'ouvre la première, je vois une chambre immense. Truc immense, incroyable. Je me dis, c'est la grande classe. Et puis il y a une porte. Il y a toujours une porte avoisinante. Donc je ne l'ouvre pas, moi je ne suis pas curieux, je n'ouvre pas, je me dis, c'est quelqu'un d'autre, comme à l'hôtel compagnie, et c'est où j'étais. Alors je ne touche pas, on ne sait jamais. Puis je laisse. Une nuit, je suis dans ma chambre, j'appelle mes potes. Attends, je trouve une photo. Cette chambre merveilleuse. Et puis le lendemain, j'arrive, je me dis, mais, il y a une porte, je vais ouvrir. Donc j'ouvre cette porte. C'était mon salon. Je me dis, mais, qu'est-ce que c'est? J'ouvre, il n'y a personne. Je cours sur le canapé, je me mets là, je me prends en photo, je me dis, de toute façon, comme c'est pas pour moi, ils vont me virer dans 5 minutes. Ils vont réfléchir, ils vont dire, mais c'est pas pour moi. Donc, ma vie venait de changer. J'avais matérialisé mon rêve. J'avais accompli quelque chose. Et là, tout était grand. J'ai cette limousine, j'ai cette suite de plus de 100 mètres carrés. C'était plus grande chez moi, plus grande chez ma soeur, plus grande chez mes parents. Maintenant, après, il faut faire le combat. Et j'avais dit à mon père, un jour, je serai là. Et j'étais là. Parce que j'ai travaillé. Mais j'ai travaillé tellement dur quand j'étais là. Donc j'ai invité mon père, et puis je ne me suis pas contenté de ça. Je le fait partir aux États-Unis. Je me suis dit, une fois que vous avez matérialisé quelque chose, il faut aller plus loin. Il faut chercher dans vos idées. Vos rêves, on peut le matérialiser, c'est dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux réaliser? Donc je me suis dit, j'ai une ceinture mondiale, et je veux les autres. Moi, je suis un gourmand. Je veux les autres. Donc je vais défier les autres champions du monde, et je vais être l'unique champion. Voilà, je ne tiens que moi. Je suis comme ça. Donc, j'ai commencé, j'ai regardé, j'étais voir un avocat, on discutait, et il me dit, voilà, il dit, tu sais, je vais faire le contrat avec toi et Don King, c'est le plus grand promoteur du monde. Mais il y a un type qui s'appelle Wayne Braithwaite. Il est jeune, il est très fort, il est invaincu. Un type du Bronx ne le fait jamais. Si tu le fais, il va prendre la ceinture et ils vont le virer. Plus de suite, plus de limousine. C'est un peu embêtant, je viens juste de les avoir, donc c'est bon.
Donc il faut que je réfléchisse. Donc je suis parti. Je dis ok, d'accord, je ne le fais pas. Je suis arrivé au Madison Square Garden, c'est la première fois. J'étais au Madison Square Garden avec Mike Tyson est là, moi je suis là, je dis waouh. Mais c'est génial. Je sors d'une ville qui s'appelle Bobigny, du 93, du 9-3. Je suis dans une limousine, je suis dans une suite de plus de 100 mètres carrés, et je vois Mike Tyson et je suis avec tout le monde. Et ce type, qui s'appelle Ron Boswell, que l'avocat m'a dit surtout ne le fais pas, je le vois combattre. Et l'avocat me fait du coup comme ça, regarde. Et il m'a un KO, un type, il m'a un KO quelque chose. Et il me dit, tu vois, ne le fais pas. Je dis ok. Et le type, on lui dit, mais on le réveille, on vient de mal, on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai l'impression que je me suis fait renverser par un gros camion. Donc l'autre, on l'appelle Big Truck, gros camion. Donc l'avocat me dit, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu le fasses. Donc moi, je cours, je vais voir Ben King et je lui dis, je veux ce type-là. Le type pas fou. Alors il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que je vais le battre. Il me dit, ok, ben, je te le donne. Donc on organise ce combat, parce que lui, il est champion du monde et je suis champion du monde. Donc il faut réunifier les titres, ce qui n'avait jamais été fait en France. Je me dis, on matérialise, il faut matérialiser. J'ai des rêves, et ces rêves ne sont pas juste dans ma tête ou quand je dors le soir. C'est si on travaille, si on est sérieux, si on se donne les moyens, si on est motivé, déterminé, on peut les réaliser. On peut tout faire. Et on me dit, mais tu ne gagneras pas. Alors Charles Biétry, qui a ramené la boxe, que beaucoup de gens connaissent, il me dit, mais Jean-Marc, t'es fou, tu peux pas. Il est plus jeune que toi, il va plus vite. Tu peux pas gagner. Je lui dis, pourquoi? Il dit, attends, j'ai ramené la boxe sur Canal+, depuis les années 80. J'ai commenté tous les trucs de Mike Tyson. Comment tu veux gagner face à lui? Je dis, dans le bateau. Même lui, il ne croyait pas. Je me suis entraîné. J'ai fait tous les entraînements, encore plus que d'habitude. Je m'entraînais 6 heures par jour. Et j'en voulais encore, et encore, et encore. J'en avais jamais assez. Et le combat arrive. Et avant, il y a un truc psychologique, je pense, à jouer. Donc je vois ce type, un peu bad boy, moi je suis là. On arrive pour ce combat. Ce combat où tout le monde, personne ne me voit gagner. Puis j'ai un journaliste américain, il me dit, pourquoi vous faites ça? J'ai quoi? Il me dit, vous voulez réunifier les titres? Il me dit, en France, on ne le fait pas. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, vous défendez vos titres dans toutes les villes de France? Alors je dis, j'étais américain dans une autre ville, c'est pour ça. Donc, je veux faire ce combat. On arrive, je suis champion du monde, il est champion du monde, donc on commence. Et vous savez, il y a toujours une part de psychologie. On a toujours une peur. Comme vous, quand vous allez faire les examens, il y aura forcément une peur. Même si vous avez bien appris, même si vous avez bien travaillé, mais il y a cette part de peur et qu'il faut prendre en compte. Alors c'est pour ça qu'il faut encore mieux travailler. Parce que si on travaille vraiment bien, même qu'on a cette peur, cette appréhension, on l'appelle comme on veut. Mais après on arrive à la maîtriser parce qu'on sait qu'on a bien bossé. On sait qu'on a bien appris. Et on sait que ça va revenir où on est. Donc le déclenchement, il prend les gants. Non, je lui dis, moi aussi je suis champion du monde. Donc, on doit tirer à la pièce, pile ou face. Chez pile, lui il dit face. Donc c'est pile qui arrive, c'est moi qui gagne. Donc je vais prendre les gants en premier. Pour savoir qui monte sur le ring en premier, c'est le champion qui monte. En dernier. Je fais face, il fait pile, donc c'est moi. Donc, on s'aiderait comme un champion. Psychologiquement, je pense que ça joue. Je fais l'ascendant, j'y arrive, on fait ce combat, alors personne ne va gagner. Je gagne. Je l'envoie au tapis au 7e. Il finit au point et je deviens champion du monde. Unifié. Mondial. Comme Mike Tyson a eu 3, 4, moi j'en ai eu 2 ceintures mondiales. J'ai encore réalisé mes rêves. Et mon père, il l'a invité, il est là. Et il avait complètement oublié. Quand on était devant la télé, je lui disais, je serai là et je serai champion du monde. Il m'a dit déjà, viens champion de France. Et je le touche comme ça, je lui dis, alors? Il dit, alors quoi? Comment ça alors quoi? Champion du monde, j'ai des ceintures. Et là, il avait oublié. Et là, il s'assoit, mais il s'effondre.
Parce qu'il avait complètement oublié qu'on était jeune. Je venais pratiquement juste de commencer. Et je lui dis, je serai là. Et là, on était aux États-Unis. On était avec Sun Long King. Et j'avais 2 ceintures mondiales et plus de champion de France, mais c'est 2 ceintures mondiales. Vous voyez? Donc je vous ai dit, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Donc, je me suis dit, je vais continuer. Alors, comme je suis un gourmand, je me suis dit, je vais une 3e ceinture. Je vais défier l'autre champion. Et j'ai recommencé la même chose. Mais ça faisait 9 ans que je n'avais pas perdu. Aucun combat. Donc je continue. Tout le mois ici, je gagne. Et mon rêve, c'est de faire du Madison Square Garden. J'arrive au Madison Square Garden, ça y est. Je vais faire une réunification des 3 ceintures. Je me fais une petite... une fêlure au scaphéide. On me dit, attends Jean-Marc, faut peut-être pas le faire. Je dis, mais c'est fou, ça fait 9 ans que j'ai pas perdu, comment je peux perdre? Je viens de gagner un titre qui était invaincu, celui-là au moins il a une défaite, je vais le faire. Pour vous dire, ne vous trompez pas. Des fois, il faut prendre les bonnes décisions. Il faut être prêt qu'on fait quelque chose. Qu'on se donne vraiment les moyens, qu'on sait qu'on va réussir, mais il faut être prêt. Il faut être prêt dans sa tête, il faut être prêt dans tout ce qu'on fait. On a bien bossé, donc moi, je pense que je m'étais déjà peut-être un peu embourgeoisé, mais on ne se rend pas compte de ça. Et vous avez tout un entourage qui vous dit, mais t'es merveilleux, t'es le plus beau. Comment tu peux perdre? Ça fait 9 ans que tu as perdu. Celui-ci, il est moins fort que l'autre. Je me laisse aller, je me laisse porter, mais ils ont raison. Et on ne s'écoute pas. Donc je ne me suis pas écouté. Je suis arrivé et je monte au Madison. C'était mon rêve. Ça y est, le grand combo Madison, c'est moi. Et bien j'arrive, je rencontre ce type. Première fois. Je cogite tellement avec cette blessure au scaphoïde. J'ai pas écouté. J'oublie ma tenue à l'hôtel. Donc on va le chercher. Premier signe. Deuxième signe. On ne veut pas me laisser rentrer. Parce que j'avais pas le pass. Je suis sur toutes les affiches. Ils se moquent de moi. Et plein de choses comme ça qui sont arrivées. Et quand je fais ce combat, je perds. Je suis touché, je prends un contre, je prends un coup. Je suis touché au 7e. Mais on a de l'orgueil et puis on pense toujours on va revenir. Et je retourne. Je suis complètement alors. Vous savez, quand vous faites ce sport, vous avez un GPS qui se met en route tout seul. Hein. Vous êtes dans le gaz et il vous ramène. Vous asseyez, vous ne savez pas comment vous faites. Hein. Et vous esquivez comme ça, sans savoir. Le GPS. Mais je perds au 10e. Et là, ces 9 ans, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais accompli, venait de s'effondrer. Parce que je n'avais pas écouté. Parce que je m'étais embourgeoisé. Je me suis fusé à moi-même et j'ai cru que j'étais juste trop fort. Donc j'avais plus besoin d'écouter. Et là, c'est... Alors, tous ces gens qui vous accompagnaient, tous ces gens qui... Oh, t'es beau, t'es merveilleux. C'est bizarre, ils me regardaient moi. Vous n'avez même pas le temps de me dire, c'est pas grave, ils étaient déjà plus là. Donc je suis resté tout seul. Et comment on fait pour repartir? Comment on se dit, est-ce qu'encore on a les moyens? Est-ce qu'il faut peut-être pas arrêter, que je viens de perdre, donc il faut vous justifier en plus à la presse mondiale? Je suis resté. Et quand on m'a posé la question, il y avait des irrégularités quand même, des choses se sont mal passées. Est-ce que je dis il a triché? Est-ce que je dis non? J'ai dit il était plus fort que moi, j'ai perdu. Et maintenant, comment j'allais me relancer? Donc je me suis dit, je me débarrasse de tout ça. Comme j'ai commencé la dureté, j'avais pas beaucoup de moyens, donc j'allais dans les petites salles, je m'entraînais où c'était dur, où c'était... Est-ce que j'allais pouvoir refaire ça? Donc je suis reparti aux États-Unis, il n'y avait plus de limousine, il n'y avait plus rien, et je suis passé dans le côté obscur. Et je m'entraînais dans des petites salles, comme si j'étais inconnu, plus rien, pour voir si je pouvais repartir. Et là, j'ai retrouvé en fin de compte cette flamme que j'avais, qui m'a permis de reprendre ma revanche, de reprendre ces ceintures et de continuer.
Mais cette continuité m'a permis de faire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes là pour apprendre, pour travailler, pour acquérir quelque chose, un diplôme qui va vous permettre de gagner votre vie, d'inventer des choses, ou d'améliorer des choses. Vous avez plein d'idées, vous avez des rêves, il faut les accomplir. Donc, moi je suis là, je me dis, mais la boxe, peut-être ça va se terminer bientôt, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai appris en regardant les autres, en étant aux États-Unis, en faisant cette vie américaine. Je suis resté de 2002 à 2007. Et je me suis servi de toute cette expérience que ça m'avait apporté. Des autres, comment ils faisaient. Donc je pouvais améliorer les choses, ramener les choses. Donc j'ai frappé aux portes des télés. Et je leur ai dit, je me suis présenté un projet, que je pouvais organiser mes propres combats. Au lieu d'avoir quelqu'un qui vous chapeaute, je pouvais me chapeauter tout seul. Donc j'ai commencé. La télé me payait, je trouvais des partenaires, j'ai monté une société. Je produisais mes propres combats, je faisais le combat des autres. Donc j'ai gagné de l'argent, je vendais des droits mondiaux. Un peu partout. Et j'avançais comme ça. Je développais, parce qu'il faut aussi une source de créativité. On ne peut pas juste se contenter d'être boxeur. Au bout de dire j'ai un diplôme, mais après qu'est-ce que j'en fais? Il faut toujours chercher les choses, s'inventer, se construire. Et ce que je pourrais faire avec ça? Pourquoi je le fais? Et bien moi, c'est pour que ça m'ouvre les portes. Pour que je puisse faire autre chose. Donc, j'étais devenu boxeur businessman. Je faisais du business. J'avançais. Et je me suis dit, mais j'ai fait 9 championnats du monde. Je me suis dit, je vais faire un 10e. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait? Donc je dis, je pense qu'on ne réinvente pas. Enfin, on n'invente presque plus rien. Pour moi, on améliore beaucoup de choses. Donc je me suis dit, ben, j'ai regardé dans le classement ce qui ne s'est pas fait, et je vais le faire. Donc les poids lourds. Je monte en poids lourd. J'étais vraiment le docteur, j'ai dit, comment on fait? Je veux prendre du poids. De la muscu, je prends des protes, et je monte en poids lourd. Moi je suis monté. On me dit, mais ça n'existe pas, tu ne peux pas le faire. Pourquoi les poids lourds? 1921, Carpentier, Georges Carpentier, 1983, Joe Rodriguez. 2 boxeurs, depuis la boxe existe, en France, qui ont fait les poids lourds. 1921, ils étaient bons à l'ethnie. Tous. 83, c'était bon. Donc, j'ai travaillé. Il fallait battre ces champions poids lourds. Et bien, j'en ai battu. Et là, encore, mes potes, mes parents, vous voyez que j'arrivais encore à réaliser des choses. Et j'ai fait le championnat du monde des poids lourds contre Klitschko, qui est en Allemagne. Là, je suis arrivé. Et ce qu'ils ont dit, bon, on ne dit que rien, parce que à chaque fois que tu dis quelque chose, tu le réalises. Je me donne les moyens, je suis un travailleur. Donc j'ai fait le championnat du monde des poids lourds. J'ai perdu. C'est pas grave, mais j'ai pas de regret, j'ai été au bout. Je suis redescendu dans ma catégorie et j'ai tenté un 10e championnat du monde. Et je me suis dit, là, si je perds, eh ben j'arrête. Il y a 3 ans, j'ai fait une demi-finale mondiale, j'ai perdu, mais j'ai pas de regret. J'ai pas de regret parce que j'ai été au bout de mon histoire. J'ai tout fait, tout ce qu'il fallait faire pour réaliser ce que je voulais. J'ai réalisé plein de choses. J'ai pris la ceinture d'or magazine qu'on n'avait pas eu depuis en 56. Je fais championnat du monde des poids lourds. J'ai pris les ceintures. J'ai pris 3 ceintures. J'en ai réunifié 2. J'en ai tenté 3. Et après, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et comme j'ai jamais oublié d'où je sortais, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de motivation, qu'on les booste, de réseau, parce qu'ils n'ont pas de réseau. On n'est pas tous à la même enseigne, sauf sur les rêves, parce qu'on a le droit, tout le monde a le droit de rêver. Et après, est-ce qu'on peut se les matérialiser? Si on se donne les moyens, c'est comme ça qu'on matérialise les rêves. Donc, je me suis dit, on m'a dit, mais tu veux pas être délégué interministériel? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, c'est une façon d'aider les autres. Donc j'ai dit, ok, je vais faire ça. Donc je suis arrivé encore dans un bureau, un grand bureau, dans un ministère. Alors je suis pas un administratif. Comment je vais pouvoir aider les autres? Eh bien en les écoutant. Tout ce que j'avais appris arrive à l'heure. Écouter. On est poli.
ce que j'avais appris pendant toutes ces années, donc je les ai mis en pratique. Donc j'ai écouté, tout en respectant les autres, en arrivant à l'heure. Et tous ces gens, tous ces jeunes qui venaient me voir en me disant, mais ils sortent des Outre-mer, ils viennent faire leurs études, ils ont besoin d'un stage, ils ont besoin d'un apprentissage. Ils ont besoin des fois du boulot, et bien ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas de réseau, parce qu'ils sont en banlieue. Alors j'ai dit, je vais les aider. Pendant toutes ces années, j'ai connu des chefs d'entreprise qui sont devenus mes amis, qui sont devenus des proches, ou qui sont devenus en échange. Donc j'ai commencé en appelant, je prenais mon téléphone, et je me suis enfermé dans le bureau, j'ai commencé par Alexandre Montpart, qui a été le patron des sports de Canal+, qui a été patron d'Europe 1, qui a été le patron de la FNAC. Je l'ai appelé, on a déjeuné ensemble, je lui ai dit voilà ce que je voulais faire. Mais il dit très bien, mais je l'ai aussi appelé à ce genre de conseil. Et il m'a aidé, j'ai monté une plateforme où il y a maintenant 30 sociétés, de grosses. Veolia, EDF, Orange, Amundi, plein de sociétés. Pour que ces jeunes puissent avoir un réseau. Pour qu'ils puissent trouver leur bonheur et qu'ils puissent aussi, eux, pour ceux qui font des études, pour ceux qui ne sont pas d'études aussi, pour qu'ils puissent travailler et réaliser aussi leurs rêves. Et je me suis, après, orienté sur plein de projets, parce qu'il y a des jeunes aussi qui veulent monter des entreprises. Mais financièrement, ils n'ont pas les moyens. Essayer de leur trouver de l'argent. Voir avec un avocat pour restructurer ce qu'ils veulent faire et qu'ils puissent le matérialiser. Donc, vous voyez, moi je sors juste de la banlieue, j'ai des Outre-mer, en venant à l'âge de 6 ans, et à chaque fois j'ai eu des rêves, et j'ai avancé par ça, parce que j'étais motivé, parce que je travaillais beaucoup. Parce que pour moi, il n'y a pas de sacrifice qu'on veut faire quelque chose. Tous ces heures d'entraînement, 6 heures d'entraînement par jour, on me dit, mais repose-toi un peu. Ben pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Pourquoi me reposer? Pourquoi? Parce que qu'on veut faire quelque chose, qu'on est déterminé, qu'on a besoin. Pour moi, on sacrifie. Il n'y a pas de sacrifice. Parce qu'on le veut, et donc on se donne juste les moyens de le faire. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Alors, pour qu'il n'y ait pas de regrets, un jour, je pars en Afrique du Sud pour faire un combat, un gros combat, et je prends un entraîneur. Et je me dis, dans la vie, il faut prendre des décisions. J'avais tout un staff qui m'ont aidé, et je pensais que ce staff n'était plus performant. Ne pouvait plus me faire gagner le combat que j'avais à gagner. Donc, à un moment, il faut aussi prendre des décisions. On continue ou on arrête. Ou si on prend cette voie, on sait pourquoi on la prend, parce qu'on veut réussir. Donc, j'ai arrêté avec ce staff, et j'ai pris un entraîneur qui s'appelle Richie Gattizi, un super entraîneur. Super entraîneur dans la tête, hein. Physiquement, il n'a rien d'un entraîneur. Mais super entraîneur quand même. Donc il a entraîné Larry Holmes, qui est un grand boxeur, et Mike Tyson. Donc je le prends, et j'arrive en Afrique du Sud, c'est des décalages horaires. Moi je suis un fou d'entraînement. Je suis un fou de travail, parce que pour moi il n'y a que ça qui paye. Et si on travaille, on ne peut que réussir. Et si on ne réussit pas, comme je l'ai dit pour à New York, mais j'ai pas de regret, et on peut repartir. Donc je prends cet entraîneur, il y a un décalage horaire, mais il me fait m'entraîner, je m'entraîne, et puis à un moment je suis fatigué, je lui dis, Réti, je suis fatigué. Et il me dit, tu cours. Mais je suis crevé là. Il dit, tu cours. Donc j'essaie d'en être mal et j'y arrive pas. Et à un moment je suis fatigué. Et je lui dis, Réti, mais je suis fatigué, là j'en peux plus. Il me dit, tu cours, c'est moi le patron. Je lui dis, non, le patron c'est lui qui paye. C'est celui qui paye, comme c'est moi, donc on arrête. J'arrête. On prend tout le monde, je repars. 10h du soir, on est à Johannesburg, je suis dans ma chambre d'hôtel et j'entends frapper. J'ouvre cette porte, c'est Richie, je suis avec un ami. Il a une main tendue avec une glace et il me dit, oh ma main, ice cream. Je m'engueule avec un mec et il me ramène une glace, bah, je vais m'engueuler souvent. Donc je prends cette glace, je la mange et il me dit, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Je lui dis quoi? Il me dit, j'ai pas aimé du tout ce que tu as fait. Il me dit, c'est moi le patron. Et je suis là pour que tu gagnes. Je suis là pour que tu travailles et il faut que tu gagnes. Je lui dis, c'est vrai, Richie. Juste une chose. C'est moi qui t'ai choisi, c'est pas toi qui m'as choisi. Donc, je suis motivé à faire quelque chose. Mais, comme je suis fatigué, le repos fait partie de l'entraînement.
c'est moi qui t'ai choisi. Tu ne savais même pas que j'existais. C'est pour ça que je t'ai choisi, parce que je sais que je vais gagner avec toi. C'est pour ça que je parlais de décision. Qu'on est décidé à faire quelque chose, on va réussir. Faire attention aux excès, soit d'entraînement ou autre, mais ça nous permet d'avoir les idées claires pour prendre les bonnes décisions. Donc je lui dis non, je suis pas d'accord, je suis fatigué, et les surcharges d'entraînement, c'est pas positif. Donc, il fallait pas qu'on s'entraîne. Mais à l'arrière, c'est pas grave, parce que je sais que je vais gagner avec toi. Et je lui dis, moi, comme je suis un curieux, à chaque fois, je rencontre une personne, une personnalité, un président, une personne pour moi qui a compté, qui a fait des choses, je pose toujours la même question. Je lui dis, est-ce que tu as un regret dans ta vie? Il me dit, pourquoi tu me poses des questions? Je lui dis, parce que comme je suis beaucoup plus jeune que toi, si demain ça m'arrive, eh ben j'aurai la solution. Donc c'est pour ça que je te demande. Il me dit, tu sais Jean-Marc, je me suis marié. J'ai déconné un petit peu. Elle m'a tout pris. Puis l'argent, plus rien. Il me dit, je dormais sous les ponts. Il me dit, regarde, c'est pas grave, je m'en fous. Il me dit, par contre, un jour, j'étais dans une salle, et j'ai vu un type qui s'entraînait. Mais il avait la vista, il avait cet œil que j'avais jamais vu, d'autre part. Je lui dis, comment tu t'appelles? Je lui dis, Larry comment? Il m'a dit, Larry Holmes. Je lui dis, écoute, j'ai dit à ce jeune, si tu viens avec moi, tu seras le plus grand. Après, Mohamed Ali. Alors viens avec moi. Il m'a dit, il avait un vrai potentiel. Il avait ce truc-là. Il avait ce génie que j'ai pas vu ailleurs. Donc ce jeune est venu avec moi. Je l'ai pris immédiatement, je l'ai emmené voir Ali. Et j'ai dit, Champ, en appelant Ali, je lui dis, Champ, j'ai ton successeur. Regarde, il est là. C'est moi qui l'ai. Ali nous regarde et il dit, mais Ricky, tu sais très bien qu'il n'y aura plus personne après moi. Et je lui dis, Champ, donne-lui une chance. Et tu verras qu'il sera plus grand après toi. Donc les deux, ils mettent les gants, ça matche bien. Et Larry Holmes devient le sparring attitré d'Ali. Son complice. Mais Ali se faisait vieillissant. Larry Holmes, qui était plus jeune, grandissait. Était toujours dans mon bras de Ali. Et à un moment donné, il lui dit, mais nous aussi on veut notre chance. Et qui me dit, nous aussi on veut notre chance. Nous aussi on veut devenir un champion. Mais on est dans l'ombre du champion. Un jour, on va battre ce champion. Et le champion Ali dit, je suis sûr que vous, si je vous donne votre chance, vous pensez me battre. Champ, ne le fait pas, on va te battre. Et Ali nous dit, on a notre chance. Il me dit, c'est nos rêves, on venait de réaliser un rêve. Ça y est, on savait qu'il était vieillissant, on savait qu'on allait le battre. On a rencontré ce champion. On a fait ce combat. On a gagné. Ali est resté assis. On a levé cette ceinture parce qu'on était champion du monde, on venait juste de réaliser notre rêve. Mais en brandissant cette ceinture, on venait de se rendre compte qu'on avait fait la pire connerie de notre vie. Parce qu'on n'avait pas le droit de battre une légende. Ali, c'était la légende. Le monde nous a détestés. On venait de battre celui qui disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Et il me dit, j'avais pas le droit de faire ça. Ça, c'est mon regret. Et toute ma vie, je vais regretter. Donc, c'est pour ça, des fois, je parle de regret. Des fois, on est là, on est avec des amis, avec des choses. On prend une décision et on ne réfléchit pas trop. Et ça peut vous poursuivre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce que vous avez à faire. Mais faire bien, pour qu'il n'y ait pas de regret. Et ce type a toujours regretté d'avoir fait ce combat. Il me dit, on a attendu 2 mois. Ali perdait, et nous, on devenait le vengeur du champion. Et là, on devient Dieu après Dieu. Mais on n'a pas attendu. Trop jeune. Et j'ai ramené ce jeune avec moi. Donc, quelque part, je vais gâcher son existence. Parce que le monde a détesté, encore aujourd'hui, on déteste, parce qu'on ne peut pas battre une légende. Parce qu'Ali, c'était un symbole. Il me dit, tu vois, le fait de ne pas réfléchir, de faire tout n'importe quoi. Donc voilà. Je vais juste finir par une petite histoire. Et après, vous me direz, puis si on échange. C'est un vieux monsieur
qui a beaucoup voyagé. En voyageant dans le monde, il a appris beaucoup d'autres cultures, beaucoup d'enseignements. Et il est retourné dans son petit village. Et en retournant dans son petit village, là, les gens venaient au départ et lui demandaient conseil. Et il répondait, il était toujours juste dans ses questions. Et donc ça a attisé l'attention de plein d'autres. Et les gens venaient le voir, et de partout, pour voir comment il répond si juste. Il a toujours les bonnes réponses. Donc on venait le défier. Ça devenait un sport national dans le petit village. Et il était encore très juste. Et il y a un petit garçon, il dit, je sais comment l'avoir. Je sais comment le détourner. Et là, il ne pourra pas répondre. Il dit, je vais prendre un oiseau, je vais le mettre dans mes mains. Et cet oiseau, il va me dire, je vais lui poser la question, est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Il y a que deux réponses. S'il me dit, il est vivant, je serre, je le tue. Et il sera mort. S'il me dit, il est mort, j'ouvre les mains et l'oiseau s'envole. Alors, cet oiseau, il est mort ou il est vivant? Selon vous? Il est vivant. Hein? Il est vivant. Il est vivant? Alors, il a dit qu'il était mort pour que c'est vivant. Alors, il est vivant, et hop, il y a d'autres réponses? Hein? Et alors la réponse c'est que quand on lui dit il est mort ou il est vivant, le vieux le regarde et tout le monde attend pour dire s'il est mort ou il est vivant. Et il lui dit mais la solution elle est dans tes mains. Et il est encore juste. Donc juste pour vous dire la solution elle est dans vos mains. Dans tout ce que vous faites on a beau vous dire mais elle est dans vos mains. C'est vous qui décidez de votre vie et qui savez ce que vous avez à faire. Mais si vous le faites, il faut travailler. Et comme je le dis, il n'y a pas de sacrifice. On fait quelque chose. Voilà. On avait prévu un temps d'échange, alors je ne sais pas si parmi vous ça suscite des questions, des réflexions, si vous avez envie de parler de vos rêves. Il y en a une, là, voilà, une question à petit fait, une question là-haut, et puis je vais amener le micro de l'autre côté, s'il y a des questions de l'autre côté, vous ne pouvez pas le genou. Bonjour. En fait, je voulais demander quel est votre boxeur préféré actuel? Boxeur préféré actuel? Oui. Il y en a. J'aimais beaucoup Golovkin. Parce que c'est un puncher, c'est un très grand, il est très très fort. Et il y a aussi une rumeur comme quoi Mayweather il se prépare pour justement combattre Triple G. Est-ce que vous pensez que Mayweather a des chances ou pas? Ben, je pense que Mayweather jusqu'à présent, il a prouvé que c'était un bon businessman. Et il a prouvé qu'il a fait des performances. Il est invaincu en plus de 50 combats. Donc je pense que c'est de faire aujourd'hui des coups ponctuels, il peut le faire. Et le troisième question un petit peu bizarre, je voulais demander faire un face-to-face, comment dire, en duel des vues. Qui? Vous et moi? Oui. Avec plaisir.
savoir en fait si vous aviez boxé tout ce temps-là par amour pour la boxe ou par amour des titres et de la victoire. Si vous n'avez jamais eu envie de faire un autre sport que la boxe ou d'évoluer vers d'autres pratiques sportives. J'ai fait du foot, j'ai commencé par le foot. J'ai fait de la boxe taille. Et j'ai fait ce sport qu'on appelle le noble art. Parce que je m'y retrouvais, parce que ça me canalisait, et parce que c'est aussi une stratégie. Ce sport, c'est... la stratégie, c'est donner des coups et en prendre le moins possible. Et en faisant ça, j'ai fait 9 championnats du monde, j'ai 43 combats, j'ai 6 défaites, j'en ai 23 par KO. J'ai fait ça par amour, parce que forcément, je pense qu'on a besoin. Si on fait quelque chose, c'est parce qu'on aime le faire. C'est pas juste pour les titres. Les titres, ça en fait partie, mais si vous êtes là, c'est qu'on vous a pas obligé. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous croyez en ce que vous faites et vous savez que vous pouvez réussir, et c'est ce que vous voulez faire. Donc moi, c'est ce que je voulais faire. Mais je vais être le meilleur. Je ne vais pas juste me contenter de dire, mais je suis un boxeur parmi les boxeurs. Non, je suis le boxeur. Donc, pour moi, c'était quoi? Il y a la réussite, il y a l'excellence. Donc moi, je disais toujours l'excellence. Donc, il faut dépasser la réussite. Vous voulez pas faire un face-to-face? Bonjour, vous nous avez parlé du travail, de l'importance du travail pour réussir. Vous avez parlé un petit peu de l'intuition que vous avez aussi pour réussir. Et voilà, ma question c'est sur votre intuition, d'où vous vient votre intuition, comment vous l'entretenez, qu'est-ce que vous pensez de votre intuition? Mais, j'ai dit, j'ai grandi dans cette banlieue où c'est difficile, où on se regarde et je pense que, vous savez, vous développez des fois une détermination. Et j'ai fait un sport de combat où encore on développe l'intuition. Vous vous rendez compte que moi je suis là, je suis en France, j'entraîne dans une salle pour rencontrer un type qui est aux États-Unis, que j'ai vu des fois en photo ou que j'ai vu juste sur un... Aujourd'hui on a le net, donc c'est bien. On peut voir un peu les combats. Et vous devez vous projeter déjà en disant que lui, je vais le battre. Donc, alors, moi, mes coachs, ils vont travailler sur une stratégie. Moi, je ne vais pas regarder. Parce que sur la stratégie de la technique, moi, je veux pas me... Je ne le fais pas parce que j'y crois pas. Je pense que les adversaires qu'il a rencontrés, c'était pas moi. Mais quand vous faites, vous travaillez, vous êtes travailleur, vous développez, vous avez cette conviction que je peux le faire, que je vais le faire, parce que je vais tellement m'entraîner, je vais tellement faire les choses bien, je vais m'impliquer. Et si le type, il s'entraîne 4 heures, je vais m'entraîner 6 heures. Moi, je n'hésite pas sur l'entraînement, j'en veux toujours plus, et on va me freiner. Donc, forcément, vous avez une confiance en vous, plus que la normale. Et vous développez cette force, cette énergie mentale, parce que c'est le mental, cette confiance et cette intuition. Je sais que je vais le battre. Je le sens. Et il y a ce côté pervers de ce sport, que quand vous arrivez, vous voyez vos adversaires, ils viennent une semaine avant. Donc il y a une conférence de presse. La veille, il y a la pesée. Il y a cette intimidation. On se regarde, on se voit. Et on ressent. Donc, c'est ce sixième sens, un petit peu le truc animal, cette conviction que vous développez au fur et à mesure quand vous faites les choses, quand vous avancez. Et pour ça, il faut écouter. Si on parle en même temps, on va pas se comprendre, on ne s'entendra pas. Donc, vous écoutez l'autre. Comme quand je suis à la délégation, parmi cette délégation, j'ai dit, je suis un administratif, je m'assois. J'ai pris 2 mois. Je reçois les associations des jeunes, de 20 ans, voire plus, qui viennent faire leurs études,
Ils s'assoient et je les écoute. Et je pose des questions. Parce que je suis un curieux. Et quand on vient me dire oui, mais pour certains, parce que j'ai pas mal de sociétés, Veolia, etc., on me dit mais j'ai postulé là, on m'a pas pris. Je pense que j'étais discriminé. Je dis, moi je suis black comme toi. Je suis né aux Outre-mer, je suis en métropole, j'ai grandi en cité, et puis moi je l'ai démarché, ces gens ils ont accepté. Parce qu'on n'interprète pas la discrimination. Donc, je pense que l'écoute, il fait beaucoup. Ah. Oui, j'avais une question, bonsoir. Je suis là. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous pensez que la vie est un combat? Bien sûr. Oui, la vie c'est un combat. Parce que je l'ai prouvé au sens propre comme au figuré. C'est un combat tous les jours. C'est un challenge aussi. Le fait qu'à un moment, il y a toujours les premiers de la classe. Et pour le dernier, c'est d'essayer d'arriver premier. C'est de se donner, on est toujours en compète. C'est toujours en compète. Ou pour certains, dans l'ombre de quelqu'un. Et il faut sortir de cette ombre. Mais la compétition, mais c'est gratifiant, c'est ça le challenge. C'est d'être le meilleur. Mais on ne peut pas être le meilleur si on ne travaille pas. C'est ça le combat. C'est toujours se donner les moyens pour travailler et pour ne pas regretter. Et moi, j'avais pas plus d'aptitude que d'autres. Tout à l'heure, il a parlé de Mayweather. Pour moi, c'est un génie. Il a une technique. À chaque fois, il arrive à déjouer. Peu importe l'adversaire qui rencontre. 50 combats, pratiquement 50 victoires. Tyson, il a gagné 450 millions de dollars de sa carrière. Lui, en 2 combats, il a rattrapé ce que Tyson a gagné. Parce qu'il a pu faire le business, parce qu'il a été très intelligent. S'entourer, c'est important. Mais comment vous voulez faire, c'est pas un combat. Si vous n'écoutez pas, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas avoir le résultat, en tout cas positif. Donc oui, la vie c'est un combat. Mais c'est un beau combat, parce que c'est un challenge. Oui, je voudrais vous poser une question. Vous avez témoigné tout au long de votre vie, et ce soir, et je pense qu'on est tous impressionnés par votre détermination incroyable, votre volonté de faire, et votre mental, et vous en avez parlé. Mais si j'ose dire, la barre est très très haute, et il nous arrive, quant à nous, et même nous adultes, de douter, de ne pas être toujours sûr de prendre les bonnes décisions. C'est normal. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous témoigner d'un moment dans votre parcours où vous avez un gros doute qui vous a un peu marqué plus que les autres, et comment vous avez fait pour rebondir? J'ai décidé de partir aux États-Unis, je l'ai dit, fin 2003. Je deviens champion du monde. 23 février 2002. Je défends encore cette ceinture. Je gagne encore avant la limite. Et là, j'ai une opportunité. Partir aux États-Unis, combattre à Las Vegas. Walt Disney pour adultes. Je vais y être. Donc je veux combattre à Las Vegas. C'est le show. Je signe un contrat où je gagne beaucoup d'argent. Avec un promoteur américain, le plus grand du monde. Mais quand je pars, c'est la guerre contre Saddam Hussein, au Koweït, 2003. Le président Chirac dit on ne va pas à la guerre, on ne suit pas les Américains. Donc, c'est pas une chance. On jette le vin en me disant que les Français bullshit, c'est des chickens, etc. Et moi, je viens d'arriver aux États-Unis. Catastrophe. Et je combats à Las Vegas contre un Ukrainien qui fait un 95. Un gaucher et qui met beaucoup de KO. Donc un 95, moi je fais un 81. Donc j'ai l'air d'un peu mobile. Donc j'arrive devant ce type, alors sûr de moi au départ. Et quand je vois ce qui se passe, c'est que les Français sont mal aimés et que, en gros, on dit ce sont des poulets parce qu'ils sont pas, ils vont pas à la guerre. Et moi je suis français. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pas le public pour moi. J'ai rien pour moi. Alors que ça aurait pu être
un feu d'artifice. Je rencontre un type qui est dur, qui est doux. Je l'ai dit tout à l'heure. Le fait d'écouter, ça vous ramène plein de choses. Écoutez, essayez de comprendre et trouver des solutions. Si vous êtes toujours calme, si vous écoutez, si vous avez envie de vous en sortir, vous développez les idées. On a parlé d'intuition. C'est l'intuition justement qui ramène à faire les choses. Je me suis dit, je sais ce que je fais. Je vais me servir de ça et ça va être une force pour moi. Ils pensent qu'on est des chicanes. Ils pensent qu'on n'est pas des guerriers. Regardez sur Internet. Je me suis fait une tenue militaire. Moi, je m'en fous. Je suis le seul Français qui va faire la guerre. Tenue militaire, je me suis fait une tenue militaire. Allez, pas rien me dire, j'ai fait la guerre et je suis en tenue militaire. Je suis en tenue de camouflage. Et j'arrive et je combats. Grand combat. Je l'ai vécu au 8e ou 9e. Parce que c'est pas mon résultat. Je suis la guerre. Je gagne par KO. Et à cette réunion, il y a Denzel Washington, Jennifer Lopez, et il y a tout le monde. Voilà. Donc, on se réinvente. Si on écoute, on trouve des solutions. Bonjour. Quand on consacre autant de temps et d'énergie comme ça dans un sport, est-ce que c'est pas difficile de passer à autre chose après, et est-ce que ça vous manque pas justement le combat? La preuve que non, parce que je suis déjà passé à autre chose. Comme j'ai dit, vous savez, je pense qu'à un moment donné, on peut mentir aux autres, mais on se ment pas soi-même. Donc, quand on fait quelque chose, il faut le faire bien. Il faut le faire sans se mentir, il faut se donner tous les moyens pour dire qu'on a réussi. Et c'est ce qui ne vous ramène pas le regret. J'ai fait tous les défis possibles et inimaginables. Vous vous rendez compte? Moi, je suis juste un petit garçon de 6 ans d'outre-mer qui arrive en métropole. Que le froid me fait peur. Et je deviens champion du monde parce que je l'ai décidé. Je l'ai voulu. Je l'ai souhaité et je l'ai matérialisé. J'ai fait des défis. Contre les mecs, on me dit, mais tu peux pas gagner. Moi, je leur prouve qu'eux, ils ont tort et moi, j'ai raison. Je gagne. Je n'étais pas prédestiné à ça. Indirectement, on se programme à quelque chose. Parce qu'on en a envie. Parce qu'on a travaillé. Et aujourd'hui, on me dit, alors, le MMA est arrivé. Et comme j'étais un guerrier, et je me battais, et même quand je perdais, j'étais dans tellement des combats, c'était tellement dur, lorsque je me livre, on me dit, tu veux pas faire un peu des MMA? Ne serait-ce un combat. Et on va proposer une somme d'argent. Voilà, je veux pas. Parce que c'est fini, j'ai plus envie. Et on fait les choses par motivation, par envie. Pas juste pour quelque chose, pas l'argent aussi, non. J'ai tout fait. Et je suis en paix avec moi-même. Donc je laisse la place à ceux qui veulent. Et moi je suis sur un autre défi. Rentrer, mais je suis juste à la base d'un monde de quartier politique de la ville difficile. Je suis arrivé, j'ai vu le président Chirac. Je suis à l'Élysée. Je rêvais d'être champion du monde, je me retrouve à l'Élysée devant le président Chirac. Génial, non? Je rencontre Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. J'échange avec lui. Il devient président. J'échange encore avec lui. Je passe de l'autre côté. Il perd. J'échange des textos avec le candidat qui s'appelle Hollande. On échange des textos. Il devient président. Je suis délégué interministériel. Il y a encore un candidat qui s'appelle Emmanuel Macron. Je fais des réunions avec lui. Et les candidats, on échange, on se tutoie. On a des textos. Maintenant, j'appelle Monsieur le Président. Je suis toujours en ma fonction. Ce que je dis, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. On avance au fur et à mesure. On a tous des choses à faire.
on a envie de faire quelque chose. Il n'y a rien d'impossible. Sauf si on n'y croit pas. Aujourd'hui, quand je parle à mes potes, alors ça a pris beaucoup plus de temps. Tu te rends compte? Tu as grandi ici, et puis tu es dans CHL. Et là, je parle à plein de gens. La dernière fois, il y avait Obama qui était venu à Paris. Là, j'y étais. Qu'est-ce que je fais là? Coucou. Tu vois? Oh, c'est génial. Schwarzenegger est venu sur Paris. J'étais môme. Schwarzenegger, c'est Conan le barbare, c'est vrai. On m'appelle, en fait, ça serait bien. Donc voilà, je déjeune avec lui. Je déjeune avec lui. C'est mon pote. Donc, ce que je veux dire, vous voyez, c'est génial. C'est que ne faut pas se limiter à des choses. C'est se dire qu'on peut réaliser les choses si on est motivé à le faire. Si on est décidé à le faire. Mais après, il y a un travail. Travailler. Mais c'est pas un sacrifice de travailler. Puisque c'est ce qu'on veut. Donc, non, je n'ai pas de regret d'être dans l'option. En plus, ça fait mal, j'aurais pu. Je vais passer à autre chose. Je vais faire d'autres choses. Et je vais être dans des endroits où on ne m'attend pas. Aujourd'hui, je suis légué avec un ministériel. Je fais des affaires. Demain, je ne sais pas ce que je ferai. Le rêve, il n'est pas encore venu, mais il va revenir. Et je vais le réaliser. Merci. Je pense que je vais avoir le rôle ingrat de l'arbitre qui doit arrêter le combat avant la limite. Mais peut-être un dernier round. Voilà, un dernier round. Et puis après, je devrais sonner le gong. Un ou deux rounds, mais assez courts, s'il vous plaît. Donc une question, c'est que vous avez dit au début que les gens ne croyaient pas en vous. Et ensuite, il y avait un combat où, au contraire, les gens vous ont dit d'y aller. Et c'était pas le bon choix. Et donc, pour savoir, quand nos proches nous disent qu'il faut pas, ils pensent que c'est pas bon, comment c'est la différence entre ils ne croient pas à nos rêves ou ils nous donnent vraiment un conseil en disant c'est pas la bonne direction. Mais vous êtes c'est vous l'indicateur. Comme je vous l'ai dit aussi, on peut mentir aux autres en ne montrant pas à soi-même. Vous êtes l'indicateur. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez et ce que vous pouvez réussir. Vous savez votre potentiel. J'ai fait ce combat, c'était au Madison Garden, mais j'avais pas perdu pendant 9 ans. Mais moi, j'arrive à convaincre les autres. Maintenant, je vais gagner. Donc, forcément, tous ces gens, tu peux pas perdre. Et puis même, c'était bien, parce qu'on était dans une ambiance où, à chaque fois, vous ne perdez pas pendant 9 ans, je pense, ça, je pars avec ma ceinture, j'ai une ceinture, Mais, là où peut-être que moi, parce que j'étais blessé, parce que je m'étais peut-être un peu enjeuné, parce que j'étais peut-être moins à l'écoute aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est humain. J'étais peut-être un peu trop complaisant avec moi-même. Mais c'est de ma faute, c'est pas de leur faute. Parce que si vous êtes concentré, et si vous savez ce que vous voulez, donc personne ne décide pour vous. C'est vous qui décidez. Et même les influences, vous leur dire, oh, non, j'y vais ou j'y vais pas. C'est comme sur une connerie. Si vous y allez, vous savez, oh, viens, on va là, viens, on va voir, viens, on va ci, viens, on va ça. Vous savez vos limites, et si vous laissez faire, ben, enfin, ça va entraîner, ça va occasionner des choses négatives pour vous. On fait tout avec modération. Ce combat, j'aurais pas dû le faire, et moi, j'aurais décidé. Et à la guerre, je leur en veux pas. Ils ont suivi juste un mouvement. Donc c'est de ma faute. Je prends le tort. Puis il y avait un titre aussi en face qui était préparé, qui était peut-être aussi fort que moi, voire plus. En tout cas, ce jour-là, il l'a trouvé. Mais j'ai repris ma revanche. Donc je suis en paix avec ça. C'est bon, vous êtes tous KO, non pas tous. Si vous n'aviez pas vu ce combat, quand vous étiez petit, ce combat de boxe, qu'est-ce que vous auriez fait? Après, j'ai vu un film et je voulais être avocat, mais il était trop tard. En tout cas, merci à vous, vraiment. Merci.
remercie. Bon, je ne vais pas me hasarder à tirer des leçons de votre exposé parce que ce serait présomptueux. Et je pense que la seule chose qu'on peut essayer de faire, peut-être, c'est remplacer le mot boxe par votre talent individuel, et puis d'essayer de se demander dans quel domaine vous avez envie de devenir champion du monde. Vous avez forcément un talent. Ce ne sera peut-être pas la boxe, parce que j'en vois pas beaucoup, peut-être, qui seront champions du monde de boxe ici, mais on ne sait jamais. Choisissez votre sport, choisissez votre talent et devenez champion du monde. Merci. Bonne soirée à tous.